aujourd'hui, le thème particulier, c'est surtout la maille de Lyme. C'est vraiment voir la différence entre maille de Lyme, ce qu'on appelle classique, la maille de Lyme après, qu'on dit chronique, mais c'est pas forcément une maille de Lyme. On va voir pourquoi pas. Voilà, donc je m'appelle Dr Y, c'est ma première vidéo en gros sur YouTube sur le thème de la médecine. Je suis un des spécialistes de biologie médicale et biochimie clinique. Donc cette vidéo, on va la découper en plusieurs parties. On va faire regarder de A à Z de qu'est-ce qui se passe sur la maille de Lyme, comment on la dépiste, comment on la confirme, comment on le traitement, pourquoi on appelle le maille de Lyme chronique, pourquoi on n'appelle pas maille de Lyme chronique. Donc ça, on va faire ça pas à pas. On va voir qu'est-ce que sont les difficultés que l'on rencontre. J'ai un carnet où je fais des dessins, je vais vous montrer ce que c'est de manière plus près. On va faire des va-et-vient sur la vidéo où je parle, sur les dessins. Comme ça, on va essayer d'éclaircir un petit peu ce qui se passe. En gros, on va essayer de voir quand on regarde les dépistages, en fait, ce qui se passe dans la maille de Lyme par rapport au temps. Donc le temps ici, le temps T. Ça, bon, le dépistage, mais plutôt, on va parler plutôt du diagnostic, en fait. Donc, on fait diagnostic ici. Ce qui se passe dans la maille de Lyme, là, c'est que dans la maille de Lyme classique, en fait, c'est-à-dire que l'infection par la bactérie, donc vous avez la tique, et on enlève la tique, et puis vous avez une rougeur. Donc, une rougeur, c'est souvent l'aspect sensible de la rougeur. Vous avez un central, c'est un érythème. Donc vous avez un point central un peu et vous avez une lésion diffuse autour. Donc ça c'est l'aspect classique de l'infection de Lyme sur la peau. Donc ça c'est plutôt la Lyme on va dire classique. Voilà, je mets là. Et cette maladie en fait elle est en fait pratiquement spontanée. En fait il n'y a pas forcément beaucoup de délai. Donc ce qui se passe c'est que pour cette maladie classique là en fait on va la confirmer de suite et la dépister de suite parce qu'en fait on a cet élément ici. On sait qu'avec quand on a ce type d'érythème là, on est pratiquement sûr à 100% que c'est le Lyme. On est sûr à 100% que c'est le Lyme en fait. Voilà, donc quand on a ça, on sait que le Lyme, on l'a dépisté et puis après on peut avoir des formes un petit peu tardives, pourquoi pas, mais on sait qu'on a quand même un temps de dépistage et de confirmation qui est très 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 court. En fait, c'est de l'ordre de la journée ou même de quelques heures. Donc voilà. Après, le reste de la maladie, ou plutôt ce qu'on devrait plutôt appeler le syndrome post-Lyme, en fait post-Lyme, c'est-à-dire post-infection Lyme, lui, ce qui se passe, c'est plutôt des choses qu'on voit en fait très 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 dans le temps. C'est des choses qui sont très longues à être diagnostiquées. Donc ça va être le point de notre vidéo. On va essayer de voir pourquoi c'est compliqué à diagnostiquer. Donc ça, c'est tout ça, en fait. Et ça peut être des choses qui sont 2, 4, 6 années, en fait, qui mettent à être dépistées. Donc ça, c'est le syndrome... Alors, je l'écris comme ça. Syndrome post-Lyme, en gros, quoi. Donc ce qu'on appelle... Enfin, ce que beaucoup de personnes appellent la maille de Lyme chronique, en fait. Donc on va essayer de voir pourquoi en fait, donc notre partie ça va plus forcément être ça on connaît, donc ça c'est archi étudié, ça c'est pas forcément très intéressant pour nous. Nous ce qui nous intéresse c'est surtout cette maladie là en fait, de savoir pourquoi c'est si long ce dépistage et quelles sont les caractéristiques et qu'est-ce qui est difficile à concevoir. Donc on va regarder ensemble, on va regarder des concepts sur ça. Le syndrome post-Lyme finalement si c'est pas forcément traité, c'est quelque chose qui arrive assez tardivement, souvent c'est quelques années. Ça peut être 4 ans, 5 ans, il y a des données qui sont sorties sur ça, qui sont disponibles sur Internet, vous pouvez regarder. Donc dans cette diapo, on va parler de la stratégie diagnostique en fait. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, ici, ce qui est convenu en fait, c'est qu'on a un dépistage. Dans les tests de dépistage, s'ils reviennent positifs, on passe après sur un test de confirmation. Voilà, donc vous avez en fait première partie qui est un test de dépistage, puis quand c'est positif, on fait un test de confirmation. Voilà. En gros, en France,
quand c'est quand c'est négatif, par contre, là, quand vous avez quand c'est négatif, en fait, vous sortez du diagnostic. Voilà. Quand le test de confirmation est négatif aussi, ben, vous sortez du diagnostic, vous sortez du schéma, en fait. Voilà. Et après, en gros, si le test de confirmation est positif, là, il y a une suspicion très, très forte de Lyme. En fait, même, on vous dit, bon, il y a le Lyme qui est passé par là, en fait. On vous dit, hop, Lyme, en gros, quoi. Voilà. Donc un autre élément à prendre en compte là, c'est on peut faire aussi un immunophenotypage des lymphocytes associé au dépistage et à la confirmation. Ça permet de voir l'impact, on va dire, de la maladie sur le système immunitaire. Donc on regarde en particulier les populations lymphocytaires. Voilà, donc ça c'est le chose qui est en fait finalement extrêmement essentiel parce que les études ont montré que dans des maladies de Lyme chroniques ou ce qu'on appelle le post-Lyme, en fait on a des populations de lymphocytes qui sont diminuées, qui vous disent eux, est-ce qu'elle est diminuée, la population lymphocytaire que je cherche d'intérêt, est-ce que alors ils vont pas taper sur toutes, ils vont taper sur celles qui sont intéressantes pour eux et ils vont regarder si elle est diminuée. Est-ce que cette population est diminuée? D'accord, ok. Euh, ça c'est intéressant à voir parce que pourquoi? Parce que si vous avez quelque chose qui est, même si c'est négatif ici, dans le dépistage en fait, mais que derrière vous avez quelque chose qui est positif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la maladie de Lyme, mais et si c'est positif ici, ça veut dire qu'il y a une infection chronique, soit une infection, une maladie auto-immune, soit une infection, on va dire, bactérienne ou virale. Donc ça pousse quand même à voir qu'il y a des choses qui se passent. Et ça met aussi quand même un point d'honneur à montrer que finalement le fait d'être fatigué, le fait d'avoir une symptomologie quand même d'affection de l'état général, ça montre que finalement il y a une émission de la population lymphocytaire particulière montre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc ça c'est intéressant. Après bien sûr quand vous avez tout qui est positif, là c'est extrêmement plus intéressant, hein. Là vous avez tout ce qui est positif. Donc là, quand j'appelle positif en bas, en haut c'est de dépister donc les protéines et en bas le positif c'est forcément c'est la diminution de lymphocytes, hein. C'est ce qui montre finalement l'aspect de l'infection chronique quoi. Ou de la maladie auto-immune ou de la réponse immunitaire, enfin quelque chose de chronique qui se passe. Voilà. Donc ça c'est le point que je voulais aborder. On a pu voir là qu'ils regardent en fait certains lymphocytes, certaines populations lymphocytaires pour voir si elles ont été modifiées et si on a un test de dépistage et confirmation qui est positif, et si on a aussi des populations lymphocytaires qui montrent une diminution dans ce certain type de population lymphocytaire, qui serait corrélée avec la maille de Lyme, enfin la maille de Lyme post-infection, en fait, c'est-à-dire le syndrome post-Lyme, voilà. C'est toujours compliqué de le définir, mais dans ce syndrome-là, là on se dit à la fin, il se passe quelque chose. Donc pour revenir en fait à ce qui se passe finalement dans le syndrome post-Lyme, ce qu'on recherche en fait, c'est on sera beaucoup plus confiant à dire qu'il y a un syndrome post-Lyme qui se passe quelque chose en faisant le panel étoffé en fait, c'est-à-dire toutes les ce qui nous intéresse, dépistage plus confirmation. Et aussi il faut faire l'expression des populations lymphocytaires. Bon, j'ai toujours pas fait d'effort d'écriture, mais bon, bref. Donc là, après, il faut pas oublier, ce qu'on oublie, c'est que souvent, les gens ont tendance à de suite se mettre sur le panel étoffé et regarder ils vont de suite vers chercher le Lyme en fait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Lyme, c'est surtout un diagnostic en fait d'élimination. Sauf si on a forcément la maladie de Lyme classique avec la cible, là, l'aspect cible de l'érythème. Euh, pour rappel, c'est ça c'est la maladie de Lyme classique, ça c'est l'aspect incible de ce qu'on appelle de l'érythème, donc ça c'est la maladie classique. Mais ça, on est sur notre élément. Euh, du coup,
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la maladie de Lyme, souvent, dans la symptomatologie en fait chronique, c'est-à-dire quelques années après, euh, pourquoi on se rend compte déjà quelques années après? C'est parce que on va pas du tout partir sur ce test-là au départ. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui font les mêmes symptômes et qui sont beaucoup plus à forte prévalence de la population. Alors, forte prévalence, c'est quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup plus de probabilité de trouver une autre maladie que la maladie de Lyme. Donc c'est pour ça que avant de faire tout ça, ça c'est un deuxième point. Donc avant de faire tout ça, on dépiste en fait, on fait un dépistage général. Donc on dépiste quoi? Par exemple, on dépiste le HIV, la syphilis, enfin c'est pas exhaustif, mais voilà, le CMV, cytomégalovirus, voilà, ou d'autres infections, ou en fait on recherche aussi des cancers, voilà, on essaie de taper assez large. Euh, voilà. Donc la première chose normalement qu'il faut se passer, hein, parce que c'est ces maladies qui ont ont une probabilité plus de trouver ce genre de choses. Bon, il n'y a pas que ça, c'est exhaustif, il y a d'autres virus, d'autres affections virales, je pense notamment aussi euh, à des maladies, on va dire, chroniques, il y a aussi des maladies auto-immunes. Voilà, on peut rajouter ça. Style lupus, voilà, Sjögren, tout ça. Voilà, donc il y a aussi beaucoup d'autres choses à regarder avant qu'on regarder forcément le Lyme. Mais, mais on va se taper beaucoup aussi rapidement sur le Lyme si on sait que la personne a eu une infection de Lyme. Mais après, on peut passer ça on peut devenir ça quand c'est en premier, en fait, quand la personne a eu Lyme plus non traité, en fait. Elle a eu la symptomatique déjà, mais ça n'a pas été traité. Ça, on va de suite passer sur ce panel, en fait, en premier. Faut pas comprendre ça. Donc voilà, donc ça, si la personne, en fait, finalement, a eu une Lyme non traitée, ça augmente la probabilité, finalement, de trouver la Lyme, en fait. C'est assez logique, en fait, hein. On va dire, c'est l'étiologie et des diagnostics. Là, de notre côté, si une personne se présente en fait à juste une émission d'aspect général, voilà comme ça, mais qu'on a eu vaguement une idée que si elle est passée sur qu'elle fait de la randonnée, on va plus partir sur ce genre de choses. Et une fois que tout ça, on aura éliminé tous ces diagnostics en fait, donc la probabilité de trouver ces diagnostics aura diminué. Mais ça, en partie, ça augmente virtuellement la probabilité de maladie de Lyme, hein, jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose derrière. Donc voilà. Donc si vous avez diminué déjà toutes ces probabilités de trouver ces éléments-là, donc si vous avez vraiment éliminé dépisté toutes les maladies, euh, après derrière vous passez sur quelque chose comme ça. Si ce test vous donne quelque chose de positif, un ou l'autre en fait, mais les deux combinés c'est plus intéressant. Si vous dites ce test, hop, il se passe quelque chose, en fait vous êtes à peu près sûr que c'est une maladie de Lyme. Voilà. Euh, Voilà, il faut aussi ce qu'il faut dire, c'est que la maladie de Lyme, quand on fait les tests de dépistage, c'est des tests qui il y a des réactions qu'on appelle, on appelle ça des réactions, euh, comment dire, le test de la maladie de Lyme réagit avec d'autres virus. Par exemple, on sait qu'il réagit avec euh, d'autres infections virales. Donc c'est pour ça aussi qu'on passe sur un dépistage aussi plus large, pour éliminer d'autres maladies. Parce que le test de Lyme, même s'il est positif, l'aspect comme ça, l'aspect panel, sur le dépistage. Je parle bien sûr, je vais remontrer la diapo d'avant. Il faut que je la retrouve. Alors, elle est où? Sur le dépistage d'avant, là, on fait une autre partie avant de passer sur la confirmation, où en fait on le fait en même temps. C'est on regarde aussi l'autre virus en fait. On regarde d'autres virus aussi qui sont intéressants, qu'on connaît que le test en fait, euh, le test de dépistage en fait peut dépister d'autres maladies. Voilà. Alors ça veut pas forcément dire que la maladie partage les mêmes propriétés. En fait, c'est juste que c'est les tests en fait qui réagissent à des choses différentes et c'est pour ça qu'on fait un test de confirmation en fait. Euh, Pourquoi en fait on fait cette propriété-là, c'est que vous avez des tests de confirmation qui coûtent un peu plus cher en fait. Voilà, donc on fait des dépistages qui sont brasses un peu plus larges et puis après on se concentre sur la confirmation une fois qu'on a éliminé aussi les autres maladies. Est-ce que c'est la maille de Lyme qui sera active? Est-ce que c'est la bactérie qui sera active? Ou est-ce que c'est un système immunitaire qui s'active, qui s'emballe en fait, de temps en temps? Là, on va essayer de voir pendant la vidéo comment essayer de déconstruire ça et comment essayer de s'approcher de la vérité de ce symptôme-là, de cette symptomatologie. Alors, on va essayer de comprendre ensemble quelle est l'étiologie, donc quelle est la cause du symptôme post-Lyme, c'est-à-dire les symptômes de fatigue après ce qui se passe, quoi. Donc il y a deux grands cas de figure dans le post-Lyme en fait.
Parce que le post-Lyme, donc c'est ce qui est après la maladie de Lyme. Il y a deux grands cas. C'est des suppositions qu'on se fait, on essaie de réfléchir en fait. Là, ce que je vous montre, on essaie de réfléchir ensemble. Il y a des bactéries, on se dit la bactérie est encore présente en fait. Mais après, la complexité de ça, c'est que comment on le dépiste en fait. Parce que les techniques de dépistage sont pas forcément, pas forcément sensibles en fait. Et comment on le dépiste? Est-ce qu'on le dépiste par des anticorps, des antigènes, ou est-ce qu'on le dépiste par une PCR en fait? Alors c'est très difficile parce que les milieux souvent où on cherche le sang, les milieux comme le milieu qui est articulaire, le LCR, c'est mieux qui sont comment dire assez sensibles et c'est compliqué et les techniques de PCR etc ça dépend du milieu etc donc c'est des choses qui sont assez complexes à mettre en œuvre. La deuxième partie l'autre manière de voir le post-Lyme ça serait est-ce que c'est un système immunitaire qui s'emballe enfin, c'est à dire que la maladie la bactérie n'est plus là qui on va dire qui s'active donc par rapport à Lyme c'est à dire par rapport. Une des pistes, ça serait que quelque chose qui serait intéressant à comprendre, ça serait est-ce que la bactérie en elle-même, elle n'a pas une signature finalement moléculaire qui est proche d'un élément du corps humain. Du coup, quand la bactérie n'est plus là, en fait, le système immunitaire détecte quand même quelque chose parce que c'est quelque chose qui fait partie du corps humain parce que la bactérie est quelque chose, une empreinte qui ressemble finalement à un élément du corps humain. Donc l'immunitaire se réactiverait un peu contre soi en fait. Voilà. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous paraît plausible? Vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo. Est-ce que c'est ça qui serait intéressant de comprendre? Ou est-ce que le système immunitaire s'active sur un résidu bactériel? C'est-à-dire sur un résidu de bactéries, c'est-à-dire une membrane Parce que la bactérie, il faut comprendre qu'elle se met dans l'articulation, elle se met dans le LCA en fait. Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle est détruite, ok, mais après, qu'est-ce qu'il advient? Faut s'imaginer que le queue articulaire, c'est une matrice qui est extrêmement complexe et que un résidu bactériel, c'est-à-dire après avoir été éclaté par les lymphocytes, euh, il peut en se balader. Et est-ce qu'il y a une clearance? Ce qu'on appelle une clearance, c'est est-ce qu'il y a une élimination de ces déchets bactériens? La question, c'est on ne sait pas forcément trop qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est le système immunitaire qui trouve toujours des résidus qui ne trouvent plus la bactérie en fait en elle-même là, mais qui trouve, c'est un spirochète donc c'est comme ça, mais qui trouve juste par exemple la queue de la bactérie et qui d'un coup dit hop il y a quelque chose qui passe donc je me réactive et je deviens euh, actif et donc je déclenche une inflammation. Ça, c'est des questions qu'on se pose en fait. Il y a pas vraiment de. On n'arrive pas forcément à trouver de solution et c'est ça qui rend en fait la maladie ou la. Est-ce que c'est un syndrome de réactivation immunitaire? Est-ce que c'est un syndrome parce qu'il y a une bactérie? On sait que déjà qu'il y a des bactéries qui peuvent rester quiescentes, qui peuvent se cacher. Est-ce que la bactérie, elle, finalement, elle a. Parce qu'une bactérie a des. Quand on regarde une bactérie, elle a sur la membrane, en fait, elle a des éléments qui sont soit des protéines, des glycoprotéines ou des choses comme ça en fait, qui sont autour de la bactérie. Mais est-ce que la bactérie, si elle a envie, hop, est-ce qu'on pose la question, est-ce que finalement elle peut rester finalement indétectable, de changer sa signature bactérienne et de dire finalement, hop. Donc quand vous avez un lymphocyte qui lui veut, et lui spécialement va diriger contre une glycoprotéine ou une protéine en fait de la membrane extracellulaire de la bactérie. Si lui il passe à côté maintenant et qu'il trouve pas en fait la signature ici, donc en fait il va rien faire, hein. Là il va déclencher quelque chose en fait, mais là il va rien faire. Voilà. Donc c'est à peu près pareil pour revenir au point de départ. Si la bactérie en fait, si le lymphocyte lui détecte quelque chose qui ressemble à ça, mais qui appartient au corps humain, il va déclencher en fait. Parce que c'est pas vraiment à 100%, hein, c'est des spécificités qui sont assez élargies finalement. Et si quelque chose, si on a un truc du corps humain hop, qui est ici, qu'on avait au départ, que le lymphocyte trouve, il va activer pourquoi? Parce que telle protéine du corps humain, ou telle cellule, ou tel résidu, ça peut être n'importe quoi, telle molécule de l'alimentation, quelque chose comme ça, tel allergène, ça peut être n'importe quoi, possède en fait la même. S'emboîte parfaitement dans sa glycoprotéine et ça déclenche une réaction.
parce que le lymphocyte aura l'impression d'avoir trouvé la maille de Lyme. Enfin, on va dire, pardon, d'avoir trouvé la bactérie responsable de la maille de Lyme. Donc voilà, donc pour vous expliquer en gros que tout ça c'est complexe et finalement que tout le monde peut-être a forcément un petit peu raison. Parce que la bactérie est toujours quiescente, qu'elle se réactive en fait, du coup elle passe, elle se remet comme ça, et les lymphocytes réapparaissent. Du coup, est-ce que le corps humain est pas un peu plus réactif sur la Lyme? Voilà quoi, il y a quand même beaucoup de mystères en fait sur cette maladie et on sait pas grand-chose. On sait que c'est un spirochète qui se balade comme ça. Euh, voilà, c'est des choses qui amènent à réfléchir. Donc vous pouvez laisser un commentaire en me disant qu'est-ce que... Je le mets là, hop, comment, un commentaire à savoir vous qu'est-ce que vous en pensez. Quelle est votre opinion sur ça? Qu'est-ce que qui vous paraît l'hypothèse la plus probable sur la Lyme? Est-ce que la Lyme est toujours la bactérie est toujours là? Est-ce que c'est un syndrome de réactivation du système immunitaire? Est-ce que c'est quelque chose dirigé contre soi? Donnez-moi votre impression sur le commentaire. Voilà. Donc là, on va passer maintenant à voir les antibiotiques. Pourquoi aussi on a du mal, même si on traite par antibiotiques, pourquoi on a du mal à faire la différence entre les deux? On va faire ça, c'est l'autre partie. Donc voilà, pourquoi les traitements sont peu efficaces. On va essayer de se poser la question, de comprendre comment fonctionne un traitement antibiotique, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les propriétés, qu'est-ce qui peut mettre en défaut l'efficacité d'un traitement antibiotique. Donc là, j'ai déjà rédigé la diapo. Alors pour vous dire, les antibiotiques, il y a deux grandes propriétés, les propriétés antibactériennes et les propriétés anti-inflammatoires. Là, les propriétés inflammatoires, c'est surtout intéressant dans les cas de cancer où les antibiotiques sont utilisés en adjonction. Voilà. Pour les propriétés antibactériennes, un antibiotique, c'est un peu compliqué parce que ça dépend en fait de plusieurs choses. Il y a les effets, en particulier les effets secondaires, parce qu'il y a des antibiotiques qui sont très dangereux pour le rein. Et puis il y a des lieux d'action en fait. Bah, en fait aussi après si on peut rajouter aussi le mode d'action. C'est-à-dire comment se comporte, comment agit l'antibiotique. Voilà. Au niveau des lieux d'action, c'est ça qui nous intéresse en fait pour la maladie de Lyme, c'est ça qui est intéressant de voir. C'est que vous avez en fait des pathologies sur la maladie de Lyme post-chronique là. Enfin la maladie de Lyme chronique, vous avez des arthralgies. Vous avez de la fatigue. Et vous avez des neuropathies. Ce qu'on appelle neuropathie, c'est vous avez des fourmillements. Ce qu'on appelle des fourmillements, voilà. En gros, ouais, j'exagère pour l'exemple. Donc vous avez ça pour la maladie de Lyme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que certains antibiotiques sont faits pour les articulations, donc il faut qu'ils pénètrent dans la circulation, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils pénètrent déjà dans la voie orale, après qu'ils passent l'estomac, qu'ils passent l'intestin, et après qu'ils viennent carrément dans la circulation. Puis après, il faut qu'ils s'échappent de la circulation pour arriver dans l'articulation. Voilà. Donc ça, c'est pour soigner les infections de liquide articulaire. Ok. C'est les arthrites en fait bactériennes. Ok. Donc déjà, c'est compliqué. Après, vous avez d'autres antibiotiques qui sont plutôt faits pour le LCR. C'est-à-dire que quand vous avez une méningite, en fait, on va vous déclencher on va mettre carrément vous mettre soit on va carrément mettre des antibiotiques pour le LCR, donc pour le liquide céphalorachidien. Après, pour la fatigue générale, ok, vous avez beaucoup d'antibiotiques pour ça. Si la fatigue est liée à une bactérie qu'il faudra déterminer, bien sûr. Et après, si vous avez des infections, par exemple des infections, on va dire bactériennes, gastro-entérologiques, là, on va plutôt vous mettre un antibiotique justement qui ne passe pas dans la circulation, qui va rester dans l'intestin en fait. Voilà. Pour combattre les bactéries qui sont dans l'intestin. Donc on va toujours faire attention. Les antibiotiques au long cours, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que des antibiotiques au long cours. Quand les antibiotiques au long cours, c'est quoi? C'est vous faites pour vous personnellement, donc perso, et pour la communauté. C'est pas terrible. Pourquoi perso? Parce que vous faites des résistances. Donc plus vous mettrez des antibiotiques à long cours, par exemple 24 mois d'amoxicilline ou 24 mois d'augmentin en fait, ou d'oxycycline, pour certaines personnes que je connais qui ont fait ça, c'est un moyen, si vous développez des résistances. Donc quand vous allez avoir d'autres infections bactériennes, vous allez avoir forcément moins ça va être un peu plus compliqué. Voilà.
Donc après pour la communauté aussi. Pourquoi? Parce que certaines bactéries s'échangent des propriétés antibactériennes. Donc c'est des antibiotiques. Comment? Parce qu'en fait les bactéries, hop, je fais une bactérie là, hop, vous avez d'autres bactéries. Et en fait, dans les bactéries, vous avez les propriétés donc anti-antibiotiques, donc voilà, qui sont sous la forme de plasmides en fait. Et les plasmides, c'est quoi? C'est des séquences ADN en fait qui codent pour certaines protéines qui empêchent ou des protéines ou d'autres choses, qui empêchent qui donnent une résistance en fait, une propriété particulière par rapport à un antibiotique. Et après, ces plasmides peuvent s'échanger entre différentes espèces bactériennes. Voilà, donc c'est pour ça que des fois vous avez propagation de résistance. Soit c'est la bactérie qui se déplace elle-même, ou des fois c'est des plasmides en fait au sein d'un individu qui échangent la propriété antibactérienne en fait avec une autre bactérie. Donc ça c'est extrêmement intéressant aussi, c'est les défauts des antibiothérapies au long cours. Et puis c'est quand même assez, on va dire pour l'organisme c'est quand même assez aussi compliqué d'avoir aussi à éliminer ça par le rein en fait. Hein. Hop. Voilà, c'est vous donner une contrainte au rein supplémentaire en fait, au foie et au rein souvent pour éliminer ces trucs s'ils sont dans la circulation. Hein. Donc attention quand même aux antibiotiques. Vous voyez toujours avec votre spécialiste des maladies, on va dire de l'infectiologue en gros quoi, qui pourra vous conseiller lui qu'est-ce que c'est les antibiothérapies au long cours qu'il faut utiliser. Donc le dernier schéma de la vidéo, donc on va essayer de rester optimiste. Alors pourquoi il faut rester optimiste? Pourquoi? C'est parce que finalement, c'est dans notre pays, en Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, en fait, il y a beaucoup de recherches qui se fait active. Et aussi, le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des registres. Vous avez sur Internet, en fait, les gens qui habitent en Allemagne, aux Pays-Bas, ils peuvent, par exemple, quand ils ont une maladie de Lyme, qu'elle soit chronique, ou classique, en fait, ils s'inscrivent sur un registre, en fait, et là, vous avez plein de collecte de données. Là, il y a quelques temps, quand j'étudiais encore la maladie de Lyme, là, quand je faisais partie un peu d'un groupe de recherche, euh, voilà, je sais qu'au pays, eux, ils sont aux Pays-Bas. Ceux du Pays-Bas, ils sont vraiment très proches en fait des patients et ça les intéresse vraiment, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a vraiment un problème, on va dire, de santé publique avec la maladie de Lyme chez eux. Donc là, vraiment, il faut l'effort de tenir un registre à jour. Dans leur registre, ce qu'il y avait, c'était ils mettaient la PCR, est-ce qu'elle était positive, négative, les symptômes, la durée de la tique, combien de temps elle est restée sur la peau, est-ce qu'il y a eu un érythème. Donc le thème, je rappelle, c'est le truc en cible là. C'est voilà. C'était ça qu'ils regardaient. Qu'est-ce qu'ils regardaient d'autre? L'âge, le sexe. Bon, il y avait d'autres informations qu'ils regardaient. Donc les patients en fait soumettaient ça sur les trucs. L'autre aspect positif pour moi, c'est qu'il y a sur cette maladie, la forme chronique du post-Lyme, en fait, il y a quand même une communauté derrière. Voilà, vous avez des sociétés de patients en fait où là vous pouvez voir, on peut parler de ce qui se passe, de voir au moins vous pouvez échanger. Parce il faut quand même rappeler que la médecine ça s'apprend auprès des patients. Hein. Donc souvent les patients en fait connaissent même plus de choses que nous sur leur maladie, hein, parce qu'ils sont plus à même de chercher, voilà, on doit savoir à peu près toutes les maladies. Et par contre des patients il va falloir une maladie particulière souvent, donc là ils ont beaucoup plus de temps de rechercher qu'est-ce qui est intéressant pour donc toujours essayer de regarder qu'est-ce que sur la communauté de rejoindre des groupes de patients. Et je pense que sur Facebook il doit y avoir quand même pas mal de choses quoi dessus. Voilà. Après, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est pour une petite histoire. Voilà, c'est pour vous montrer que finalement, il y a des choses qui peuvent se passer. Pour vous montrer pourquoi il faut rester optimiste, je vais vous raconter l'histoire en fait d'une maladie psychiatrique en fait, et vous allez comprendre à la fin pourquoi il faut rester quand même positif. Donc, à l'époque, dans les années 60, je pense 40-60, il y avait une maladie psychiatrique. Donc, les personnes. Alors, je vous fais un petit schéma, hein, c'est comme ça que je dessine les gens. Je trouve que c'est assez beau quand même. Euh, du coup, ce qui se passait, c'est que les gens se plaignaient en fait de déménagement. Hop, sur l'avant-bras, sur le bras, etc. Pas sur le corps, mais sur les bras, etc. Là, ça a été catégorisé à l'époque, en fait. Ils disaient, ça, c'est psychiatrique. Donc, ils allaient en disant, bon, vous avez rien, en fait, c'est complètement psychiatrique, c'est dans votre tête, quoi.
Voilà. Le problème, c'est que... Donc là, vous avez vu, on a fait quand même une réduction de, de la personne finalement à un symptôme psychologique en fait, hein. Par contre, il y avait quand même beaucoup de groupes de patients, beaucoup de gens qui se plaignaient de cette, finalement, de cette symptomatologie en fait. Bon, ok. Ça, c'était il y a quand même quelques temps, c'était il y a quand même des décennies de ça. Sauf que récemment, en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que, et ce qui vous montrer qui est assez intéressant, c'est que il se passait qu'il y a des groupes de chercheurs qui ont pris finalement des personnes qui se plaignaient de ça, qui ont été catégorisées comme étant psychiatriques, hein, c'est-à-dire avec un problème plutôt de santé mentale. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris de la peau, tac, en fait c'est un petit, beaucoup plus petit. Ils font ce qu'ils appellent une biopsie cutanée. C'est-à-dire on prend un morceau de peau, on essaie de prendre en fait plusieurs, donc on a la peau comme ça, avec les différents l'épithélium, etc. Et en fait la biopsie, ouais, en fait ce qu'on fait, on fait comme ça, voilà. Et on prend en fait ça et on l'analyse. Voilà, donc ça, ils l'ont analysé. Donc ils ont regardé ce qui se passait dedans. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à regarder le lime, hein. Est-ce qu'il y a le lime dedans? Ben, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé le lime. Voilà. Du coup, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans cet exemple-là, qui est un exemple historique, en fait, c'est que quelque chose a été classé comme une maladie psychiatrique, parce qu'il n'y avait pas eu forcément de quoi dépister la maladie ou de comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis plus tard est arrivé en fait des techniques de diagnostic plus poussées. Et des chercheurs en fait ont essayé de faire passer ça sur tout un panel de maladies qu'ils connaissaient de bactéries. Et finalement, ils ont trouvé que dans la biopsie cutanée de ces patients-là, ils trouvaient le Lyme. En gros, je me rappelle, je crois que c'était à peu près, je crois, dans 50% des cas, ils trouvaient le Lyme. Donc pour conclure notre vidéo sur maladie de Lyme, je pense qu'on peut être tous à peu près d'accord que l'on parle en fait de maladie de Lyme secondaire, c'est-à-dire maladie de Lyme chronique ou syndrome post-Lyme primaire, enfin syndrome post-Lyme classique. En fait, on parle à peu près tous d'une symptomatologie qui a caractère, on va dire, d'interrogation de l'état général. Voilà, ça existe, hein, parce que là, l'intérêt des vidéos que je vous fais, c'est des vidéos qui sont plutôt informationnelles. Voilà, et après, c'est à vous de voir avec mon médecin. Et en France, c'est extrêmement bien parce que vous pouvez choisir, à peu près, vous avez la liberté de choisir votre soignant qui vous correspond. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est des vidéos qui sont informationnelles, qui sont pour vous montrer qu'il se passe des choses en recherche, mais que c'est assez compliqué parce que c'est une maladie qui est, on va dire, difficile quand même à diagnostiquer et difficile à traiter. Voilà, donc la maladie de Lyme de base classique est très très facile à traiter, hein, voilà, mais c'est le syndrome post-Lyme qui est. Est-ce que c'est vraiment du post-Lyme? Donc j'espère que ça vous a plu ce genre de vidéo. J'essaierai d'en faire d'autres sur d'autres concepts. Après, je ferai de la nutrition, des choses comme ça un peu. Et la question que je me pose en ce moment-là, c'est quel est l'impact de l'alimentation sur la réapparition des symptômes secondaires à une maladie de Lyme en fait. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui a un régime végan, qui a basculé d'un régime standard, omnivore, à un régime végan, est-ce que sa pathologie de symptômes, ces symptômes-là, a diminué? C'est la question que je me pose. Est-ce que le fait de passer sur un truc végan, ça diminuerait en fait les symptômes? Voilà, donc vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des idées, des choses comme ça. Vous pouvez laisser un like, vous pouvez souscrire. Voilà, on va essayer de faire de cette chaîne un peu quelque chose de scientifique, mais aussi de prendre en compte tout ce qui est, on va dire, l'aspect psychologique. Donc voilà, on va développer plus tard de la nutrition, etc., des choses beaucoup plus de la vie de tous les jours. Donc, voilà, donc merci en tout cas à tous d'avoir, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, merci, c'est sympa. Donc à plus tard et passez have a very good time.